Ah, Netflix. Avec le confinement, le travail à domicile et tout le reste, Netflix et les autres séries de vidéos à la demande ont fait le plein. Le sujet de discussion du boulot, c'est souvent « Vu la nouvelle série avec tel ou tel truc ?» On va pas se le cacher, avoir autre chose à regarder que la TNT ou les chaînes classiques, ça fait un bien fou. Sauf que maintenant, nous avons des films ou des séries tirées d'histoires vraies. Le nombre de personnes hallucinées quand ils ont découvert la petite affaire de Jeff Dahmer l'a mis sur le cul. Alors oui, les gens s'intéressent de plus en plus aux histoires vraies, aux tueurs en série. Mais c'est ce genre de personnes qui ralentissent quand ils voient un accident. Le côté voyeur morbide. On a tous regardé déjà des vidéos où les gens se cassent la gueule et on aime ça. Mais c'est ce côté dérangeant qui attire, ce côté voyeur avec la sécurité dans son canapé, sous son plaid avec un chocolat chaud qui nous rassure. Mais cela n'arrive bien sûr qu'aux autres. Les tueurs en série, les morts atroces, cela n'arrive malheureusement qu'aux États-Unis. Malheureusement, les actualités nous prouvent le contraire. Bien entendu, tous les hommes lâchent un classique. J'aime me battre. Mais si je vous dis que Netflix a sorti une série qui fait grand bruit, plus encore que l'affaire de Jeff Dahmer, The Watcher, où le problème n'est pas un tueur solitaire, une secte satanique, ou même des super-héros qui combattent un mec avec un double menton violet. Là, le seul problème, c'est vos voisins. Vous avez déjà vu dans les villages les pancartes sur les communes, il y a marqué « voisins vigilants ». Imaginez, vous arrivez dans un petit quartier, un village ou même une ville, et tout le monde surveille tout le monde. Ce n'est pas Big Brother qui vous surveille, c'est Yvonne, 82 ans, avec ses jumelles achetées au surplus militaire du coin, en même temps qu'avec son talkie-walkie, qui lui permet d'échanger avec Marie-Denise, sa collègue de belote qu'elle voit d'habitude une fois par an, le 3e mercredi du mois pour le loto mensuel. The Watcher, donc, c'est tiré d'une histoire vraie qui est arrivée à une famille aux États-Unis. Bien évidemment. Le vrai couple, les Braudus, avait été consultés par Netflix pour l'adaptation et ils avaient seulement 2 exigences. Que leur nom ne soit pas cité dans la série et que les personnages soient un minimum ressemblant quand même aux membres véritables de la famille. Ainsi, les Braudus deviennent les Brannock. Voici le pitch de la série. La famille achète une coquette maison à Westfield, au 657 boulevard, à presque 45 minutes de New York. Après avoir fait un chèque de quand même 1,3 million de dollars, ils pensaient être posés, tranquilles avec de charmants voisins. Tous charmants? Pas du tout. Car parmi eux se trouve The Watcher, un ou une charmante inconnue qui leur envoie des lettres. Ils sont informés qu'ils sont surveillés et que la maison a besoin de sang neuf. Le sang neuf doit être mis. Maintenant, je dois vous avertir, ce qui suit est surtout pour ceux qui ont déjà vu la série, car nous allons parler de ce qui s'est réellement passé sur ce fait divers. Donc clairement, si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à revenir après avoir vu les 7 épisodes, et juste un indice, c'est pas Émile le tueur. Ça sent depuis le début, je le savais. Mais non, c'est pas moi. Mais rattrape-le, c'est lui le tueur. C'est Émile, c'est Émile le tueur. Dans la vraie vie, les Braudus ont vendu leur maison avec un peu plus de 400 000 $ de pertes par rapport à leur achat qu'ils avaient fait 5 ans avant. De base, ils voulaient que la maison d'ailleurs soit vendue pour être détruite complètement et qu'une nouvelle maison soit construite sur le terrain. En réalité, ils ont cherché à la vendre au bout de 6 mois et se sont décidés à la brader au bout de 5 ans faute d'acheteurs. Quand le compromis a été signé, il faut savoir que c'est leur avocat qui a eu la délicate mission de parler des lettres qu'ils avaient reçues. Alors, t'imagines, t'achètes une maison, elle te plaît, et une fois que t'as signé, on te dit, ah, au fait, les ordures, ça passe le mardi, il y a un malade qui envoie des lettres, et le marché, c'est le jeudi matin. Lors d'une interview Sun de Derek Braudus, il avait expliqué que malgré le départ du quartier, les événements le hantaient toujours, et qu'ils essayaient avec sa femme et leurs enfants de passer à autre chose, mais qu'ils sont toujours convaincus qu'il y a un déséquilibré qui habite dans ce quartier. Ils habitent toujours dans la commune, ils n'arrivent pas à combler justement les frais qui ont été liés à la vente de la maison. C'est
quand même perdu 400 000 dollars, pardon. Ce qui est étrange, comme vous avez pu le voir dans la série, c'est qu'il y a une série de meurtres réellement dans cette maison. Ce que vous voyez dans la saison 3, après le meurtre-suicide de certains voisins, en fait ça s'est réellement passé. List, il faut savoir qu'il a pris la fuite, il n'a pas été capturé, alors qu'il est apparu dans un épisode devant plus de 22 millions de personnes de American Most Wanted, qui donne la liste des voisins dans sa nouvelle planque. Il a ainsi été reconnu coupable et condamné pour 5 peines de perpétuité. Et il est décédé en 2008 des suites d'une complication d'une pneumonie. Donc si on suit par rapport à la série, comme la maison a été achetée officiellement en juin 2014 par les Bradus, List n'est donc pas en capacité d'avoir ni écrit les lettres, ni d'ailleurs d'avoir visité la fameuse cuisine en question qui était en cours de réparation, et d'ailleurs ni d'avoir participé dans les autres épisodes aux réunions des voisins. Donc ça fait déjà un suspect en moins. Et maintenant, on va parler de l'histoire des étudiants de l'épisode 5 qui envoyaient des lettres. Alors pour le coup, ça, c'est une histoire vraie. Un des professeurs, qui était dans une université qui était à quelques kilomètres de Westfield, est né justement dans la ville dans les années 60. Et fait étrange, il y a un de ses étudiants qui s'est rappelé qu'à plusieurs reprises, ce prof avait dit qu'il avait envoyé des lettres à une maison du quartier. Pas aux habitants, mais bien à la maison, comme c'est expliqué dans la série. Il aurait ainsi envoyé plus de 50 lettres. Bizarrement, les lettres qui ont été reçues au 657 boulevard ont commencé à être reçues quelques mois après qu'il ait pris sa retraite. Donc Kaplo, le prof en question, celui que dans la série on appelle le Kaplan, dans le supermarché, il a admis qu'effectivement il avait écrit des lettres à une maison donc sur Westfield, comme se souviennent d'ailleurs tous ses élèves, mais la maison, c'est pas le 657 boulevard, c'est une autre maison de type victorienne qui est du côté nord de la ville, et que les lettres ont été reçues par la famille en question. Les lettres étaient juste admiratives et pas menaçantes. D'ailleurs, pour la petite info, il s'est lié d'amitié avec la famille chez qui il a envoyé les lettres, et un jour ils lui ont même proposé de la garder pendant que eux partaient donc en vacances. Les voisins. Est-ce que les acteurs reprennent véritablement des voisins qui étaient présents lors de l'envoi des lettres? On a d'abord Ryan Murphy et Ian Brennan, donc les producteurs de la série, qui ont utilisé les profils qui ont été le plus vus en relation avec la véritable enquête, notamment certains voisins. Par exemple, Mia Farrow et Terry Kinney, Pearl et Jasper dans la série, qui sont les deux excentriques qui sont très envahissants et obsédés par la préservation du patrimoine local. En fait, ils sont inspirés par la véritable famille qui s'appelle Langford, dont la mère avait 90 ans, et elle vivait donc avec ses enfants qui étaient tous âgés de plus de 60 ans. Ils étaient présents dès 1961 et les Langford avaient le profil le plus proche de celui du fameux Watcher. Abby Langford, une des filles, justement, a inspiré le rôle de l'agent immobilier, de celui qui est la dame qui était cupide et qui était interprétée par Jennifer Coolidge, la maman de Stifler. Autre voisin suspecté, il y avait un couple qui prenait l'habitude de prendre des bains de soleil en orientant justement leur chaise longue vers la demeure des Bradus. Dans la série, ils existent sous les traits de Mo et Mitch, qui sont joués par Margot Martindale et Richard King. Et enfin, la dernière thèse selon laquelle Maria et Derek Bradus se seraient eux-mêmes envoyé les lettres pour tenter de récupérer justement l'argent, parce que apparemment ils n'auraient pas les moyens de garder cette maison, ils n'avaient pas prévu autant de frais au niveau des travaux, et ils peuvent paraître justement pour des suspects dans The Watcher, surtout à la fin. Alors vous vous posez sûrement la question de savoir est-ce que The Watcher a été arrêté ou au moins identifié. Eh bien non, en fait les lettres ont continué d'arriver même pour les nouveaux arrivants. 2 semaines après leur emménagement, une nouvelle lettre est arrivée, même si elle était plus courte et moins bien rédigée que les précédentes, elle était tout aussi menaçante. Elle disait ceci. Vous ne savez pas qui est The Watcher? Regardez autour de vous, idiot. Peut-être m'avez-vous déjà parlé. Peut-être que je suis un de ces voisins qui ne rien savoir. Peut-être un accident de voiture, un incendie, ou la mort mystérieuse d'un animal de compagnie peut vous aider. Les proches peuvent mourir subitement. Les os se brisent facilement. Il faut savoir que The Watcher a écrit en réalité de nombreuses lettres aux Bradus. Les premières étaient très générales, mais de semaine en semaine, les détails deviennent de plus en plus précis, comme par exemple le prénom des enfants. Il lui arrive également de nommer la famille les Bradus, parce que on avait l'impression qu'il entendait juste phonétiquement et il répétait
juste comment il avait entendu le nom de la famille qui avait été prononcé. D'ailleurs, ça veut dire qu'il n'a même pas été jusqu'à vérifier sur la boîte aux lettres. Pour les lettres, on a toujours le même modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire. Chaque message est arrivé de manière à peu près similaire. L'enveloppe était adressée dans une écriture manuscrite qui était désordonnée. Et les lettres à l'intérieur étaient dactylographiées avec la signature de The Watcher, dans une police cursive qui était complètement différente. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait deux personnes, une qui s'occupe d'écrire les lettres et une seconde qui est chargée de poster les lettres. En décembre 2010, donc justement, le bureau du procureur a fait un prélèvement d'ADN sur tout le quartier. Il a décidé de demander à tout le monde sur le quartier de se soumettre volontairement à des échantillons d'ADN pour comparaison. Un mois plus tard, les Bradus sont suppliés d'en savoir plus. Combien de personnes avaient donné des échantillons, qui avaient été écartés. Plusieurs personnes du quartier ont dit d'ailleurs, à des journalistes, que par la suite, elles n'étaient pas chez elles lorsqu'il y a eu cette demande de prélèvement. Et selon une personne qui est proche de l'enquête, 2 personnes ont refusé de se faire tamponner l'intérieur des joues, dont une qui était une proche voisine du 657 boulevard. Et qu'il y a aussi une personne que la police considérait comme un suspect potentiel. Mais le bureau du procureur a refusé pour le coup de donner plus de détails. Les Bradus ont donc été convoqués à une réunion au bureau du procureur à Elizabeth, dans le New Jersey. On leur a dit que dans l'ensemble, les voisins étaient très coopératifs. Personne ne cherchait à paraître suspect, mais aucun test d'ADN ne correspondait aux échantillons qui avaient été repérés au niveau de l'enveloppe. Par contre, il existe quelques différences entre la série et la réalité. Tout d'abord, la série n'a pas été tournée dans la vraie maison. En même temps, comme on l'a vu, la maison a depuis été rachetée et il est difficile de tourner dans une maison qui est habitée. C'est normal, en fait, il y a des différences en soi. En effet, lors de la vente, une agence a mis en ligne une vidéo de l'intérieur de la maison et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de différences. Entre la couleur des murs, l'absence de monde plat qui n'existe pas ou du grenier, l'extérieur est d'ailleurs aussi très différent. Autre point différent dans la série et la réalité, c'est que la véritable famille avait 3 enfants. Bien sûr, il s'agit d'une série, les réalisateurs ont été obligés de modifier pas mal de choses. Par exemple, les aveux de culpabilité que vous voyez du détective privé sur son lit de mort dans le dernier épisode sont simplement là pour romancer la série. Alors même s'il y a de nombreux suspects qui apparaissent dans la série, même si tout au long de l'épisode, chacun peut se dire « The Watcher, c'est tel ou tel voisin », il n'y a aucune arrestation qui a été faite, aucun aveu et même aucune dénonciation. Le Watcher, dans la réalité, n'a jamais été attrapé. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous feriez si vous receviez ce genre de lettre? C'est tout pour cette série, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, faites gaffe à vos voisins.